Alors du coup, on a organisé cette rencontre en plusieurs temps. Le premier temps, on va vous proposer un certain nombre de témoignages qui vont se succéder. C'est des témoignages assez courts, donc des témoignages qui vont être à la fois pour amener un certain nombre de questions qu'on va développer après, et puis évidemment pour introduire cette question de comment parler de sa maladie rare à son entourage. Alors, on a une personne qui n'a pas pu se connecter, qui devait intervenir ce soir pour commencer, qui malheureusement a un problème Internet du fait de son déménagement. Donc, la première personne qui devait intervenir, Jean-Michel, ne sera pas avec nous ce soir. Et donc, si Richard, vous êtes d'accord pour commencer, du coup, on vous laisserait la parole pour débuter. Est-ce que vous êtes d'accord ou ça vous va? Alors, on Ouais. vous entend pas? Voilà. Si ça y est, je viens d'activer le son là. Voilà, ça fonctionne? Très bien, on vous entend bien. Ça, on vous entendez pas. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, je voulais vous faire part de mon expérience à moi concernant la période qui a précédé la période où on m'a annoncé que j'avais une fibrose pulmonaire idiopathique. Ma situation est un petit peu particulière parce que la famille a déjà vécu en 2011 une situation très compliquée où mon épouse a fait un AVC très très grave et on nous a annoncé qu'elle était décédée. On parlait de don d'organes quand un chirurgien est arrivé au CHU de Dijon et qui a dit j'ai une chance, je la prends, j'opère. Et il l'a sauvée. Et aujourd'hui, elle marche, elle est autonome à la maison. Mais entre-temps, donc la famille s'est quand même très soudée, très organisée autour de cette difficulté qui est quand même énorme. Et en 2000, fin 2015, pour moi apparaît quelques problèmes de respiration. Et fin 2016, on m'annonce une fibrose pulmonaire idiopathique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne suis pas très intéressé par la maladie parce qu'il est écrit dans un compte-rendu médical que, vu mon âge, presque 69 ans, que je n'avais pas accès à la greffe et que mes jours étaient quand même comptés. Donc à partir de ce moment-là, je, je me suis consacré, je me suis battu avec le professeur Beugnot pour obtenir ma greffe. Et toute ma famille, mes enfants m'ont suivi dans les consultations, m'ont suivi partout pour que je puisse obtenir ma greffe. Ça a été très très vite, puisque début janvier 2017, je vais à Bichat en bilan pré-greffe, et ma situation évolue tellement rapidement dans le mauvais sens que on me dit que je serai greffé le 20 juin. Le 23, je suis inscrit sur l'agence de biomédecine et le 28 juin, je suis greffé. Aujourd'hui, je vais bien, mais cette annonce de maladie sur une famille qui a déjà subi une situation compliquée et remettre encore une couche, il faut être très solide et il faut se battre pour essayer de gagner. Voilà. Et la seule chose qu'on pourrait dire pour moi ce soir, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, quelle que soit l'annonce de la maladie, si on est entouré, si on est suivi, si on a des personnes pour nous aider, et en particulier la famille, des très bons médecins comme on a en France, aussi pour nous aider, tous les gens qui peuvent nous aider dans cette situation, c'est favorable à l'évolution de la maladie, quelle qu'elle soit, et les solutions qu'on peut trouver. Voilà.
Merci beaucoup, Richard. Alors l'idée, oui, j'ai oublié de le préciser, c'est que donc les témoignages vont se succéder. Ensuite, je reprendrai la parole pour mon intervention. Bien évidemment, il y aura un temps d'échange après coup où tous les intervenants successifs pourront répondre à vos questions. Mais l'idée, c'était une fluidité au départ. Alors donc, Richard, ce que vous me disiez aussi, c'est que du coup, vous aviez eu l'impression d'embarquer tout le monde un petit peu dans cette démarche de la greffe et que vous aviez des fois le sentiment de ne pas vous être suffisamment posé, en tout cas sur le ressenti de l'entourage et la manière dont chacun se positionnait par rapport à tout ça. Alors, il est certain que lorsque l'on rentre dans un processus de greffe, on nous apprend à être un petit peu égoïste. Voilà. Et c'est sûr que personnellement, j'ai été égoïste parce que c'était quand même très compliqué pour moi et je ne me suis pas forcément rendu compte de toutes les conséquences qu'il y avait dans la famille, compte tenu des problèmes de ma femme, compte tenu que les enfants ont leur métier, ont leurs enfants, etc., que c'est quand même extrêmement compliqué et tout le monde s'est impliqué pour réussir. Et ça, personnellement, moi, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte sur le moment. Mhm. Bon, tout le monde était absolument convaincu que l'énergie de la famille était ciblée sur votre survie et le fait de mettre les choses en place autour de vous. Donc le message est bien Oui. passé, évidemment. Tout le monde se retrouvait autour de cette réalité-là et de cette priorité-là. Et sans la force familiale, on ne peut pas y arriver. Bien, merci Richard pour ce premier témoignage. Alors du coup, donc il y Alors, je avait voulais un... simplement préciser que j'interviens en tant que vice-président de l'APFPI, qui est une association sur les fibroses pulmonaires idiopathiques. J'en assure la vice-présidence et Jean-Michel Fourier, le président qui devait intervenir avant moi, pour les raisons que vous avez expliquées, n'a pas pu intervenir. Et malgré le peu de temps que je dispose et tous les problèmes que j'ai, je consacre un peu de temps à cette association-là. On peut encourager que toutes les personnes qui peuvent donner de leur temps pour ces maladies-là, eh bien, il faut qu'elles le fassent. Merci Richard. Alors peut-être sans évidemment prendre la parole à la place de Jean-Michel, mais peut-être deux mots par rapport à ce que lui souhaitait introduire par rapport à nos échanges tout à l'heure. Son propos, c'était d'expliquer que effectivement, lorsqu'il a reçu l'annonce diagnostique et donc la même pathologie que celle de Richard, ce qui a été très compliqué pour lui, c'était comment annoncer alors que tout à coup, il faisait basculer toute la famille dans une lourdeur absolument terrifiante et que bah voilà, donc il a mis un certain temps avant de trouver les mots pour embarquer tout le monde. Et donc bah, c'est cette question aussi, à partir du moment où on est dépositaire d'un diagnostic pour soi, comment le transmettre à l'autre sans bah voilà, en essayant de se prémunir de tout ce que ça va induire. Bah or on peut pas, hein, évidemment le reste de la famille est embarqué et c'est évidemment très très compliqué de doser tout ça, hein. Donc voilà, je résume très rapidement ce que Jean-Michel aurait souhaité dire. C'est du grand résumé. On enchaîne, donc il nous reste deux intervenants. Donc on enchaîne avec Elisabeth. Elisabeth, je ne sais pas si ton micro est branché. Voilà, je n'avais pas mis le micro. Donc voilà, moi je vais faire peut-être un témoignage beaucoup plus personnel. Bon voilà, ça m'a ramené dans toute mon histoire. Donc je vais axer mon propos plus sur les conséquences qu'ont eu sur moi et sur mon discours les annonces médicales. Maman 3 fois, j'ai été maman 3 fois. Je suis en face de vous parce que 2 de mes enfants sont atteints de la maladie de Hurler-Scheil, maladie lysosomale, génétique, rare, évolutive, une forme intermédiaire, en 2 mots, ni sévère ni légère, qui entraîne un handicap visible. Comment parler de la maladie de mes enfants? C'est une maladie que très peu de gens connaissent. Au fil du temps, et le temps est long, je dois préciser, début de l'histoire il y a 51 ans, dont 8 ans sans diagnostic. À la naissance de mon deuxième fils, pendant mon séjour à la maternité, j'ai osé dire à une pédiatre que je trouvais mon bébé bizarre. Bien sûr, le mot n'était pas vraiment bien choisi. Que quelque chose pour moi n'était pas comme pour mon premier enfant. Sa réponse, Madame, tout va bien, vous devriez être heureuse. Alors là,
J'ai fait un coup qui me met KO. Évidemment, j'étais heureuse, mais tellement, tellement inquiète. Malgré tout, quelques mois plus tard, avec un bébé très souvent malade, je reprends ma quête. Je propose même 2 recherches de diagnostic à mon généraliste, qui me suit pour me rassurer. Résultat négatif. Mais l'inquiétude est là, ça ne bouge pas. Encore un changement de pédiatre, puisque tous me disent que je suis trop mère poule, que si je lâchais un peu mon fils, ça irait mieux. Quelle mère ratée je suis. Cette non-écoute me poursuit. Dois-je continuer? Je ne parle que très peu de mes angoisses à mon entourage, mais seulement au corps médical. C'est peut-être pas les bons mots, la bonne attitude. Je ne sais pas m'expliquer, malgré de nombreuses consultations et quelques hospitalisations. Mais les différences physiques s'accentuent avec son grand frère, qui n'a que 17 mois de plus. 8 ans plus tard, arrive ma fille. Elle a 5 mois quand la pédiatre me fait une annonce en douceur pour m'amener à l'évidence. Oui, mes 2 derniers enfants sont malades. Quelque part, je ne suis pas étonnée. À l'époque, pas d'Internet, on en est au peu à bas de la génétique. Mais ce mot génétique me fait devenir coupable. Je m'en veux. Quelques mois plus tard, une validation par courrier, l'annonce d'une espérance de vie courte et d'une dégradation rapide. Une partie de mon cerveau comprend, mais l'autre refuse. Que dire à mon entourage? Mes interlocuteurs minimisent. Pour le corps médical, je ne suis plus la maman qui en rajoutait. Comment dire à ma famille qu'il n'y aura pas de guérison, que leur santé ira de moins en moins bien, que le handicap physique s'installera petit à petit? Les mots me manquent, surtout qu'ils vont plutôt bien. Et le regard des autres sur eux, intenable. Je suis quelquefois agressive avec tous ces gens et les réflexions que j'entends, qui me blessent, que ce soit des proches ou des inconnus. Le dialogue est compliqué. Ils sont toujours trop ou pas assez malades et handicapés. Ce manque de reconnaissance de leur état complique ma vie. Le temps passe. Mon fils, malade, alors jeune homme, et oui, j'ai eu raison d'y croire, a le projet de s'orienter vers la recherche. Il me fait adhérer à une toute nouvelle association et 3 ou 4 ans plus tard, il m'y entraîne. Première rencontre extrêmement difficile avec des petits beaucoup plus atteints que les miens, mais aussi des parents formidables, des médecins qui discutent avec nous tout simplement en dehors d'un bureau de consultation, d'une chambre d'hôpital. Du tabou, du partage, groupe de parole organisé ou sauvage, que cela fait du bien. Vite engagée dans l'association, j'apprends à parler aux autres de la différence physique, de l'évolution de la maladie. C'est beaucoup plus facile parce que je parle de tous et pas seulement de mes 2 enfants. Ne pas tomber dans le pathos, mais ne pas redouter mes émotions. Si elles arrivent, quelquefois parler de tout ça, ça fait mal. Mes enfants ont vite pris conscience de leurs différences et leur rapport à la vie ne veut pas être le même que leurs petits copains. Ensemble, nous avons beaucoup échangé, même si cela est douloureux, quelquefois. Eux n'ont jamais hésité à en parler aux autres avec justesse et beaucoup d'humour. Leur vie d'adulte, ils la gèrent comme bon leur semble. Je ne suis là que pour être à leur côté. Il nous faut passer par une dernière hospitalisation de mon fils et son décès. Il a 30 ans. Autour de nous, les uns s'éloignent, d'autres se rapprochent et questionnent. Je suis à même de répondre, même si c'est très dur. Puis, un énorme espoir, la participation à un essai clinique pour ma fille. De l'espoir, beaucoup plus facile d'être entendue et d'en parler. Un jour, je me sens plus légère. Je peux continuer avec cette maladie que je leur ai transmise sans le savoir. Je peux en parler, mais seulement de mon point de vue. Je suis porteuse, mais ce n'est pas mon corps qui souffre. Avec leur papa, nous n'avons pas fait le choix d'avoir des enfants malades avec cette maladie-là. Ils sont avant tout des enfants devenus un homme et une femme qui ne sont pas réduits au nom de leur maladie. Leur vie est comme celle de tout un chacun, avec ses peines, ses limites, ses douleurs souvent, mais aussi avec ses joies, ses richesses, ses valeurs. Le tout est qu'ils en fassent quelque chose pour la remplir au mieux. Maintenant, cela fait partie de mon message. Accepter, continuer, avancer. Je ne suis que le témoin de leur force de vie. C'est l'occasion aussi de remercier toutes celles et ceux, soignants, familles, amis et autres, qui m'ont permis de garder le cap. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci.
Du coup, alors, on va laisser la parole, même si ça va pas être facile d'enchaîner, Stéphanie. C'est toi qui as cette lourde tâche, et donc tu boucles la liste des témoignages, et donc on enchaînera après sur mon intervention. Vas-y, Stéphanie. Alors, il y a ton micro qui doit être coupé. Bonjour à tous. On voit à travers ces témoignages, à travers les témoignages précédents, à travers votre présence aujourd'hui et l'activisme des associations, notamment auprès du service génétique de Dijon, qu'il y a une véritable importance dans le cadre des maladies rares et comment parler de nos maladies, une véritable importance de la vie associative et par ailleurs aussi du lien aux soignants. Alors suivant nos âges, suivant notre situation, il y a différentes phases dans les maladies rares, dans le processus déjà de la pose du diagnostic, différentes phases dans l'évolution de la maladie, dans le vécu de la maladie et dans le vécu aussi personnel, que ce soit par rapport à son âge, par rapport à sa situation familiale et professionnelle. Et donc l'importance des associations est cruciale parce que on partage avec d'autres personnes, ça nous permet de partager avec d'autres personnes un même vécu, pas exactement le même, mais néanmoins une même grande situation. Ça nous permet aussi d'échanger des informations importantes qui peuvent être des informations médicales ou socio-médicales. Quoi qu'il faut bien faire attention sur ces échanges d'informations. Toujours rester avec, je dirais, une précaution par rapport aux échanges de ces informations. On retrouve bien évidemment dans nos associations une écoute et une solidarité qui se fait sous différentes formes. Cette solidarité, elle nous permet aussi d'avoir certaines paroles, d'avoir certains partages qu'on ne peut pas avoir avec d'autres personnes, aussi proches soit-elles, parce que ces personnes, bien qu'elles aient toute la bonne volonté au monde, elles ne savent pas au plus profond de leur chair ce qu'on est en train de vivre. Et ça, le fait de pouvoir partager avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses aussi intrinsèquement, il n'y a que dans les associations et dans les échanges entre malades et entre familles qu'on peut les trouver. Donc ça, c'est vraiment un rôle très important, mais je crois qu'au vu des personnes présentes aujourd'hui, j'ai pas à vous le démontrer. Vous le vivez, vous le vivez et puis vous le partagez. Ce que je voulais aborder également, c'est l'importance du lien aux soignants. Comme je vous l'ai dit, dans nos différentes phases, dans nos différents processus vis-à-vis du diagnostic, de la maladie, de la vie de famille, etc., de l'entourage, ce lien aux soignants, il est très très important. Il est fondamental parce que les soignants deviennent des partenaires, peuvent devenir des partenaires. Et la première chose, c'est même si ce ne sont pas les seuls, même s'ils ne peuvent pas tout savoir, même s'ils n'ont pas la réponse à toutes les questions, les soignants restent et demeurent des sachants. Et donc, voilà, c'est très très important dans le traitement des maladies, bien évidemment. Et ils peuvent nous aider aussi à dans le cadre de comment parler de sa maladie, justement, à son entourage, ils peuvent nous aider à trouver les bons mots
parfois un peu scientifiques, j'espère pas trop scientifiques, parce que sinon c'est pas compréhensible par tous, mais ils peuvent nous aider à trouver des mots justes sur justement comment parler de sa maladie. Évidemment, ils ont les connaissances médicales, évidemment, ils peuvent avoir les connaissances sur les recherches, les connaissances aussi sur les réseaux, aussi bien médicaux et autres, et ils peuvent bien évidemment nous donner des recommandations. Donc ce lien aux soignants, il est fondamental, et quand on a de la chance, je dirais que on arrive à construire une relation sur des personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, mais avec ces relations très particulières avec certaines personnes, certains médecins ou non médecins ou psychologues ou infirmières ou secrétaires ou qu'importe la fonction proprement dit, mais avec un lien très particulier avec ces soignants. Ça nous permet d'établir des liens de confiance, de mettre en place des soutiens et d'introduire, je dirais, un certain repos psychologique, voire physique. Et bien évidemment, ce sont des aides à la prise de décision. On a tout au long de ces maladies l'évolution des décisions à prendre, et donc ces deux entités-là, que ce soit les soignants ou que ce soit les associations, nous permettent des buts fondamentaux pour moi, qui sont premièrement d'être soulagé, parfois momentanément ou juste un petit peu, ou parfois de façon plus importante, plus longue ou voire définitive. Donc les associations et les soignants nous permettent donc d'être soulagés et surtout de ne pas se sentir seul. Ce qui, dans les cas de maladies rares notamment, où on est rare, on est face à des pathologies rares, on a voilà, le sentiment aisé et de ne pas se sentir seul. Et grâce aux associations et aux soignants, voilà, on se sent moins seul. Merci beaucoup, Stéphanie. Bon, alors du coup, je vous propose qu'on enchaîne. Donc, je vais essayer de ne pas vous parler trop longtemps, puisque l'idée, c'est vraiment qu'on puisse débattre et échanger nos points de vue, nos expériences, ce que vous avez traversé les uns et les autres, et qu'on puisse en discuter. Alors, je suis censée avoir un PowerPoint. Je suis... Voilà. Bon, qui est pas très utile au départ, donc je peux quand même continuer et commencer à donc vous dérouler un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc je vais articuler mon propos en deux parties. Donc la question posée, c'est comment parler de sa maladie à son entourage. Et donc je voulais déjà vous parler de ce qu'est l'entourage. De quoi on parle quand on parle de l'entourage. Alors évidemment, la question d'entourage m'a évoqué tout de suite, c'est la question, donc c'est l'entourage familial, l'entourage amical et l'entourage professionnel. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Et puis en deuxième partie, donc la question posée, c'était, je la répète, comment parler de sa maladie à son entourage? C'est le comment. On va vraiment se mettre sur la question du comment. Donc là tout le monde voit le PowerPoint, c'est ça, a priori? Tout le monde voit à peu près? Bon, j'ai pas de réponse, évidemment, les micros sont coupés, excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Donc, je déroule. On voit bien. Bon, c'est parfait. Alors, donc, l'entourage. Donc, par rapport à l'entourage familial. Donc, c'est ce qui est sûr, et ça, vous l'avez très bien retranscrit dans vos différents témoignages, c'est d'autant plus compliqué de verbaliser à quelqu'un qu'on aime quelque chose d'aussi compliqué que l'annonce d'une maladie rare, dans la mesure où, évidemment, on n'a pas forcément déjà intégré pour soi tout le message que le médecin a déroulé en consultation. Donc, on va être... dis-moi, Laurent, il y a un bug, tu me dis. Hein. Donc, on va être
être potentiellement en difficulté parce qu'il faut déjà laisser infuser. Il va falloir déjà intégrer pour soi le message que le médecin va nous transcrire avant de pouvoir le retranscrire aux autres. Ça, c'est la première étape. Et puis évidemment, ce qui est très compliqué, au-delà du fait de faire œuvre de pédagogie évidemment pour l'entourage, c'est qu'on va, comme je le disais à l'instant, parler à un entourage évidemment pour qui on a beaucoup d'affection. Et donc cette affection pour les gens qu'on aime, elle se traduit par une chose très simple, et c'est ce que donc Jean-Michel souhaitait dire dans son propos tout à l'heure. Il n'était pas là, mais c'est vraiment ce qu'il souhaitait dire, c'est-à-dire que on va être dans une dynamique de protection. On va avoir envie de protéger les gens autour de soi, et donc c'est pas toujours simple du coup de trier cette information et de savoir à la fois comment dire ce qu'on a compris, comment dire ce qu'on retient, comment dire ses besoins, ce dont on va avoir besoin pour être épaulé, tout en préservant les autres. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est assez compliquée parce qu'évidemment, on est dans des enjeux assez paradoxaux. La protection, alors je vais vous donner des situations que j'ai vécues évidemment au sein du service de génétique et notamment au tout démarrage de mon travail en génétique, donc c'était maintenant il y a un certain temps, puisque moi je suis arrivée dans le service en 2002 et l'une des toutes premières consultations, à l'époque j'étais intégrée systématiquement aux consultations en binôme. J'arrivais, j'avais du temps pour prendre le temps d'être avec les médecins et donc consultation de médecin psychologue. Et donc, on reçoit des parents avec leur petite fille. C'est une petite fille de 8 ans qui arrive et en fait qui a une problématique génétique extrêmement lourde puisque progressivement, elle est en train de perdre l'audition et la vue. Et donc, je suis en consultation. Alors, à l'époque, je crois que c'était Laurence d'ailleurs, qui effectivement donne le diagnostic, énonce le diagnostic à la famille qui venait en se disant pourvu que ce soit pas ça. En fait, c'était vraiment le diagnostic qu'il redoutait. Et donc, les parents entendent, reçoivent le diagnostic et donc tout de suite disent écoutez, voilà, nous on a des questions d'adultes à poser et on ne pense pas que ce soit des questions à partager avec notre enfant pour l'instant. Est-ce qu'il est possible de poser ces questions au médecin? Et donc, évidemment, je reçois le message, je demande à cette petite fille si elle serait d'accord pour s'extraire de la consultation médicale pour qu'on puisse laisser les parents poser des questions d'adultes en lui promettant bien qu'elle aurait un temps pour elle avec ses questions d'enfant par la suite parce qu'elle en aurait certainement. Et puis donc on s'extrait de cette consultation, je la ramène dans mon bureau, comme souvent donc on utilise une médiation pour ceux qui ont l'habitude des entretiens psychologiques, on dessine. Alors voilà, je propose de dessiner avec cette petite fille que je ne connais absolument pas. Et donc elle me fait un dessin d'une petite fille dans la période de latence, c'est-à-dire très appliquée. Elle me dessine une maison avec un prince, une princesse, des papillons, enfin voilà, quelque chose de très très simple. Et puis elle parle. Elle a la tête penchée, elle dessine, elle ne me regarde pas. Et elle parle et elle me dit, mais en fait, tu sais, moi, j'ai bien compris ce qui se passait. J'ai bien compris que c'était une maladie vraiment embêtante. Mais je veux pas que mes parents sachent que je sais. Parce que j'ai compris que ça leur faisait de la peine. Et donc, évidemment, c'était l'une des premières consultations. J'ai tout de suite, évidemment, pris la mesure de ce qui était en train de se jouer. C'est-à-dire que les enfants, déjà, évidemment, ressentent pour eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Et puis, entendent, ils ont des antennes dressées partout à la maison. Ils vont achoper sur un mot, ils vont entendre une conversation téléphonique des parents aux grands-parents. Enfin, ils vont prendre et entendre et intégrer plein d'éléments dans leur vie du quotidien pour comprendre ce qui est en train de se passer pour eux et souvent reconstituer le puzzle, alors bon an mal an, pas toujours d'ailleurs de manière très cohérente, ça peut générer des angoisses d'ailleurs, mais en tout cas, ils s'en saisissent. Et donc, du coup, on a pu en rediscuter tous ensemble. C'est-à-dire qu'après, voilà, on a pu aborder avec les parents qu'elle avait déjà compris beaucoup de choses et que ce serait quand même important qu'on puisse en rediscuter tous ensemble. Donc voilà, ça c'est le premier point. C'est vraiment la question de la protection. C'est comment trouver les mots pour pouvoir échanger sans effectivement se parasiter par les angoisses surdimensionnées. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort. Bien sûr que ça demande du temps et puis ça demande de pouvoir échanger à plusieurs reprises et dans le temps.
Et puis alors, je voulais quand même toucher un mot par rapport à ça, c'est-à-dire que la Covid, elle nous fiche un peu dedans quand même dans ces situations. Parce que la plupart du temps, quand on reçoit un diagnostic de maladie rare, on va croiser la famille à un moment donné. Alors je dis pas que c'est facile évidemment parce que voilà, on aimerait repousser l'échéance d'avoir à parler à l'entourage, mais on va se retrouver. La Covid, évidemment, elle perturbe beaucoup cette possibilité de se retrouver de manière informelle ou formelle. Et ça génère et ça surajoute à l'angoisse. Parce que quand on ne voit pas l'autre, pour une famille, donc le patient va recevoir le diagnostic, quand la famille ne le voit pas, c'est qu'il se trame quelque chose de compliqué, il ne va pas y avoir ce feedback qui fait du bien, quoi. C'est-à-dire que même si on sait que c'est grave, même si on sait que c'est compliqué, la personne qui est touchée par la maladie nous sourit, va dire un mot, va montrer que elle avance, qu'elle est en vie, qu'il y a encore des choses possibles. Et ça, la Covid rend, du fait de cet éloignement distanciel, les choses très compliquées. Et donc, c'est très très important de pouvoir garder le fil comme on le fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire avec des nouveaux outils de communication, pour pouvoir maintenir le lien et continuer à se parler. Alors l'autre chose que je voulais dire, donc ce premier point, c'était vraiment la protection vis-à-vis de la famille. Le deuxième point, c'est la question des mécanismes de défense. Parce que, évidemment, comme vous le savez tous, lorsqu'on est confronté à une situation qui a un potentiel traumatique, on va mettre en place des mécanismes de défense. Et ça tient à la personnalité. Ça ne tient pas à la situation en elle-même. Hein. C'est nous, avec notre personnalité, qui allons aller prélever dans nos ressources individuelles les défenses qui vont nous aider à lutter. Alors, qu'est-ce que c'est que le traumatisme ou une situation à potentiel traumatique? C'est une situation qui va déborder justement les défenses qu'on met en place habituellement au quotidien pour vivre, avancer dans les déboires du quotidien. Et puis, quand une situation avec un potentiel traumatique arrive, on va déployer des ressources qu'on n'utilise pas forcément d'habitude sur le plan de des défenses. Et donc, on peut déstabiliser beaucoup l'autre avec qui on partage sa vie, en famille notamment. Alors par exemple, je peux vous donner différents exemples, mais effectivement on peut être soumis à des mouvements de sidération. C'est-à-dire que dans ce moment de l'annonce qui peut être potentiellement traumatique, on peut rester sans voix, ne plus pouvoir prendre la parole, même avec son conjoint, ne plus rien pouvoir dire. Et c'est pas du tout du rejet, c'est vraiment une impossibilité à dire et à mettre des mots. On peut être dans le déni. Dans un moment où effectivement, j'ai une situation en tête, d'une maman qui voyait bien, et Elisabeth, tu l'as très très bien décrit, d'une maman qui sentait que quelque chose n'allait pas, c'est souvent ce que les mères traduisent, elle sentait que quelque chose n'allait pas, elle était vraiment inquiète pour son enfant, et en fait toute la famille de conserve a dit écoute non, tu angoisses, c'est ton premier, c'est pas ça, ne t'inquiète pas. Et donc quand l'annonce tombe, il y a des familles qui continuent sur cette ligne-là, qui vont dire, l'entourage peut dire mais non, on t'a donné un diagnostic, mais pas de panique, si ça se trouve ils se sont trompés, si ça se trouve c'est autre chose. Donc on peut rester comme ça dans une forme de déni un certain temps. Et c'est vrai que pour les personnes directement concernées qui sont déjà en train de travailler l'intégration du diagnostic pour elles, c'est pas toujours évident du coup d'être dans le partage, vous l'imaginez bien. Les situations des couples, parce que là aussi évidemment quand on se met en couple et qu'on tombe amoureux de quelqu'un, c'est rarement quelqu'un qui nous ressemble de manière copie conforme. On va chercher des gens très complémentaires à nous-mêmes. Et donc forcément, les mécanismes de défense vont pas être les mêmes du tout. Et des fois, c'est pas très simple de comprendre l'autre. Et quand on est soi-même fatigué ou angoissé, on peut avoir tendance à, surajouter de l'incompréhension. Par exemple, je repense à un couple, donc l'enfant était hospitalisé pour une maladie extrêmement sévère qui évoluait vers un décès précoce. Et donc le couple me disait, la femme me disait, écoutez, voilà, moi je suis très très inquiète, j'ai l'impression qu'il est vraiment très distant par rapport à notre enfant. Et le mari me disait, mais écoutez, voilà, je suis très très inquiet parce que j'ai l'impression que ma femme, elle se replie sur notre enfant.
Et donc, en discutant avec eux, ce qu'on a pu, donc ils sont venus ensemble. Et en fait, ce qu'on a pu discuter, c'est que l'homme a pu dire à sa conjointe, en fait, voilà, moi, je ne supporte pas l'idée de faire que la famille se délite. Et donc, j'ai besoin de t'entourer, toi, en tant que ma femme, pour préserver la vie de famille et que tu puisses avoir l'énergie de t'occuper de notre bébé et qu'on s'en occupe ensemble. Et elle a pu lui dire, mais écoute, voilà, moi j'ai besoin vraiment d'être complètement collée à lui pour chanter des chansons, lui raconter des histoires. Et c'est très difficile pour moi, par exemple en soirée, de ressortir de l'hôpital pour aller me faire un petit resto en couple. C'est vraiment très compliqué pour moi. C'est vrai que si on ne peut pas se parler de ces situations-là et se poser pour en discuter ensemble, c'est évidemment du coup éminemment compliqué de pouvoir rester sur de la compréhension mutuelle parce que, à un moment donné, on peut tomber dans le jugement. Donc, c'est vraiment très important de ne pas casser le dialogue. Je pensais à une autre situation. Alors, on a aussi des situations de réparation qui sont plus ou moins maladroites. Je pensais à des situations, notamment, ça m'est arrivé plusieurs fois, de grands-parents qui vont retoucher la photo d'un petit enfant qui est porteur d'une affection génétique et qui vont retoucher de manière à gommer la pathologie. Alors c'est évidemment hyper insupportable pour les parents. C'est vrai que comme ça sur le papier c'est épouvantable évidemment, mais ça veut pas dire on rejette l'enfant. C'est pas du tout ça. Ça veut dire en fait on l'investit indépendamment de cette question du handicap. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ce message-là. Mais du coup, il faut pouvoir là encore pouvoir échanger pour dépasser les jugements qu'on pourrait porter uniquement sur la réception de cette photo. Et puis alors la question de la surprotection. Dans la surprotection, je pense à des jumeaux, donc 2 garçons, des faux jumeaux. L'un était porteur d'une maladie neuroévolutive, l'autre non. Donc ils avaient 12 ans à l'époque et l'un des jumeaux, donc le jumeau porteur de l'affection génétique, est venu me dire, écoute, c'est insupportable, il veut tout faire à ma place. Tout. Il veut porter mon cartable à l'école, il veut pour les pas, il m'aide, enfin il fait tout à ma place alors qu'il y a plein de trucs que je sais faire, que je peux faire, c'est insupportable. Et donc je leur ai dit, je dis mais est-ce que tu lui en as parlé? Ah non. Donc voilà, c'est toujours très très compliqué. Lui-même, je pense, avait besoin aussi de sentir que son frère était pas trop loin. Et du coup, il y avait encore un accordage à faire entre eux pour bien se trouver et se trouver à des bonnes places. Celui n'étant pas porteur pour se sentir évidemment utile et impliqué par rapport à la situation. Et le jeune jumeau porteur de la maladie pour garder son autonomie, mais en gardant cette proximité à son jumeau. Donc, c'est vous dire que, évidemment, dans toutes ces situations, on voit bien que parler, dire ce qu'on est en train de vivre, faire comprendre son besoin, dire ce qu'on attend de l'autre et ce que l'autre comprend de la situation, c'est aussi accepter de faire passer du message. Et des fois, il y a des choses qui nous échappent, évidemment. L'autre va le comprendre à sa façon. L'autre peut, du coup, faire évoluer ce qu'on lui a dit d'une manière qui nous surprend ou des fois de manière totalement à l'opposé de ce qu'on avait imaginé au départ. Et donc, c'est vrai que laisser passer de l'info, c'est accepter aussi d'en être dépossédé et que ça suive un autre cheminement pour l'autre. Alors ça, c'était pour l'entourage familial. Je regarde l'heure quand même, je vois que ça passe très très vite. L'entourage amical, je vais être plus rapide. Ce qui est très important dans l'entourage amical, évidemment, c'est je le ressens très très fort à travers évidemment les patients que je peux recevoir en génétique. L'angoisse qui est importante, c'est la question évidemment l'angoisse d'abandon. C'est-à-dire qu'on a un truc qui là nous tombe sur le coin de la tête, qui est en train de nous faire passer dans la 4e dimension et on a déjà du mal à en parler. Ça peut introduire, comme le disait Laurence tout à l'heure, un sentiment de honte. On peut ne pas être à l'aise, on peut avoir du mal à trouver les mots pour parler de tout ça. Et du coup, on a tellement peur qu'on finit par ne plus vouloir parler de la maladie. Alors, je pense à une jeune femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps, toute jeune femme, qui a une annonce là de maladie extrêmement lourde, à un âge évidemment on n'est pas censé avoir ce type d'annonce. Et donc, elle, donc tout de suite, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez pu en parler autour de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu partager avec vos amis? Voilà, le Covid n'étant rien, comme je le disais tout à l'heure, mais est-ce que vous avez pu en parler un peu? Donc, elle a plusieurs amis, elle a un groupe d'amis très très proche qu'elle a depuis très longtemps.
temps. Et en fait, tout de suite, elle me dit, bah, ça a été terrible parce que déjà, c'était très difficile à intégrer pour moi, cette annonce. Et en fait, dans mes amis, il y en a une qui s'est complètement détournée de moi. Et vraiment, je n'ai plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Je ne sais, voilà, elle a complètement coupé les ponts avec moi et c'est insupportable. Et donc, c'est vrai que ça renvoie à des situations qui rajoutent de la souffrance à la souffrance. Et c'est vrai que pour s'en préserver, bah, des fois, on arrête de parler. On finit par ne plus parler. Alors, ce que disent les patients, évidemment, pour aller plus loin, c'est que, bah, après tout, alors c'est un peu violent de le dire comme ça, parce qu'évidemment, l'amie de cette jeune femme n'est certainement pas ce que je vais dire à l'instant, mais beaucoup disent, bah voilà, c'est un triacon. Alors quand je dis ça, c'est un peu trivial, mais triacon au sens de la façon de se détourner, des fois vraiment ça peut être très violent. Et puis on constate parfois que dans les personnes qu'on fréquentait, qu'on pensait être des amis proches, eh bien il y avait des gens pour qui c'était beaucoup plus superficiel qu'on ne l'avait imaginé. Et puis, ça évite peut-être des fois des pertes de temps à fréquenter des gens qui peut-être au final n'étaient pas si fondamentales pour nos histoires. Et donc, voilà, cette question du tri, je trouve qu'elle reste toujours importante aussi à avoir en tête, parce que peut-être que, voilà, cette amie pour la jeune fille dont je parlais à l'instant, peut-être que ce n'était pas si profond, c'était pas une relation amicale si profonde qu'il n'y paraissait pour elle, et peut-être que ça leur a aidé à avancer l'une et l'autre en se disant que, voilà, il fallait repartir sur d'autres amitiés et d'autres choses plus constructives. Alors ensuite, il y a l'entourage professionnel. Alors l'entourage professionnel, la première chose, c'est à qui le dire. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent parce que, évidemment, quand on est porteur et touché par une maladie rare, qui peut être potentiellement évolutive, qui peut générer évidemment des difficultés au sein du travail, tout de suite, cette question vient en avant. Comment le dire ? Et comment répondre aux questions, parce que c'est ça aussi, donc à qui, et puis comment répondre aux questions quand on n'a pas forcément envie de répondre à tout notre entourage professionnel. Alors le qui, évidemment, il faut que ça reste constructif. Les patients disent bien, voilà, moi j'ai envie d'être aidée en même temps. Donc ça peut être le médecin du travail. Alors voilà, des fois on a beaucoup de questions autour de, oui, mais le médecin du travail, est-ce qu'il va pas tout répéter à la personne, au patron, à la personne qui va décider ou pas de nous accompagner dans cette situation. Il y a toujours toutes ces questions. Donc ça, c'est des choses qu'on va beaucoup discuter ensemble pour évidemment trouver les interlocuteurs qui vont être bienveillants et sur lesquels les patients vont pouvoir s'appuyer. Donc ça, c'est la première chose. Alors évidemment, il y a la question de la curiosité. La curiosité, c'est quelque chose d'éminemment humain. On est tous curieux les uns pour les autres. Tous autant qu'on est, on va se poser la question de savoir quand on croise quelqu'un dans la rue qu'il a une particularité, même si évidemment on va certainement avoir un regard bienveillant en étant concerné, on peut avoir un questionnement. Et donc la question de la curiosité, ça c'est quelque chose de tout à fait normal et sain. Et en fait, ce qui m'importe du coup... Alors oui, Élodie, dis-moi. Tu veux changer ta dia? Oui, alors voilà, je veux bien, donc je passe à la suite, dis-moi, je passe là. Merci. Aide logistique, voilà. Donc la question, c'est la question de l'intention. Pour moi, ce qui est gênant, c'est pas tant la question de la curiosité, comme je le disais à l'instant, qui est quelque chose d'éminemment humain, c'est la question de l'intention que l'autre va mettre dans cette curiosité qu'il nous manifeste. Alors du coup, je vais prendre... un petit temps, je tenais à faire un truc assez original aujourd'hui. Je voulais vous lire un conte. Alors pourquoi un conte? Parce qu'en fait, j'ai été interpellée par une association de patients pour des enfants qui avaient qui ont des anomalies de membres. Et donc, dans cette association, en fait, ils m'ont interpellée en disant, voilà, en fait, on reçoit des questions d'enfants au sein de cette association, et donc on ne sait pas comment leur répondre à des questions éminemment importantes pour se construire avec le handicap. Et donc, j'ai relu plusieurs questions et dans la série des questions que j'ai eu la chance de pouvoir lire, en fait, j'ai achoppé sur la question d'une adolescente qui pose cette question suivante. J'ai moi-même un handicap, mais quand je vois le handicap de quelqu'un d'autre, je ne peux m'empêcher de le regarder et d'être mal à l'aise. Est-ce que c'est normal? Que faire?
Et donc, suite à cette discussion avec l'association, on a eu envie j'ai écrit un conte, et donc l'idée c'était de le publier dans leur revue. Je sais pas, on voit du coup Je pense que ça plante. Ça plante. Alors ça plante, vous ne verrez pas les... Ah, quoique, ça a l'air de marcher. Vous voyez tous, je pense. Alors, donc c'est le conte qui s'appelle « La curiosité est-elle un vilain défaut ?» Donc je vais vous demander de vous installer tous confortablement, et je vais donc faire la conteuse. Je vous rassure, c'est assez rapide, c'est un petit conte, mais je tenais à vous lire. La curiosité est-elle un vilain défaut? Il était une fois un roi qui cherchait à marier son unique fille. Il souhaitait pour elle le meilleur des mariages, ce qui, à ses yeux, revenait à agrandir le royaume. Le roi savait que sa fille chérie lui cachait un secret, et que ce secret était certainement en partie la cause de ses refus à toutes les demandes de ses prétendants successifs. Le roi avait promis la main de sa fille à qui percerait son secret. Tous ses soupirants avaient échoué. La princesse était maligne et ne s'en laissait pas compter. Son secret était jalousement protégé. Ses nombreux prétendants s'étaient vite lassés entre indifférence et désintérêt pour cette jolie princesse inaccessible et finissaient par renoncer. Ils s'en retournaient alors dans leur royaume pour épouser une jeune et belle princesse, sans charme, mais sans jardin secret non plus. Un jour se présenta au palais un jeune prince, fort bien mis de sa personne. Il était accompagné d'une belle escorte qui laissait supposer la magnificence de son royaume, ses nombreuses richesses. Un palefrenier se tenait dans l'ombre du prince. Il était moins richement vêtu, mais son œil vif pétillait de la lueur de l'intelligence. Il observait ce qui se passait tout autour de lui, avec la fraîcheur de la jeunesse qui s'enthousiasme encore pour la nouveauté. Très vite, le roi les reçut et les présentations avec la princesse furent faites. Elle était ravissante, avec sa cascade de cheveux roux qui s'accordait aimablement à sa robe pourpre. Ce rouge rehaussait la pâleur de son teint. Elle semblait courtoise, polie, mais ses cheveux lâchés tout autour de son visage en grandes mèches bouclées et rebelles laissaient entrevoir qu'il n'en était rien. Cette apparente docilité n'était qu'une façade pour rassurer son père et donner le change au prince de passage. Le prince d'Orgueil, car tel était son nom, en tomba éperdument amoureux et prit la décision de mettre à jour son secret coûte que coûte. Tous les matins, la princesse se réveillait fatiguée, sans que jamais personne ne puisse découvrir où elle allait la nuit. Elle ne semblait pas quitter sa chambre. Le prince fit poster des gardes à sa porte pour la surveiller dès le soir même. Son amour le rendait zélé. Au matin, la princesse qui n'avait pas passé sa porte de chambre une seule fois dans la nuit, foi de soldat, semblait particulièrement épuisée. Le palefrenier, qui ne l'aurait jamais avoué, trouvait cette princesse irrésistible. Il l'observa de loin une partie de la matinée. Il comprit vite qu'elle aimait les chevaux et lui présenta dans les écuries royales le plus beau pur-sang du prince. Elle passa une fort agréable journée, ce qui, dans l'enceinte du palais, ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Le prince, au repas le soir, la pressa de questions et suggéra au roi de laisser la porte de la princesse entr'ouverte pour percer à jour son secret. La princesse fit servir aux gardes du vin, plus que de raison pendant le repas, et ils s'endormirent sur leurs lances avant que minuit ait sonné. Au matin, la princesse semblait encore plus fatiguée qu'à l'accoutumée. Le prince enragé. Le palefrenier, qui ne l'aurait jamais avoué, trouvait la princesse encore plus irrésistible que la veille. Il l'observa de loin une partie de la matinée. Il comprit qu'elle aimait se pencher sur le cours d'eau qui traversait le domaine royal. Il s'approcha d'elle et lui expliqua qu'on pouvait rester sous l'eau sans se noyer pendant des heures. Elle l'écouta avec grand intérêt et lui demanda une démonstration. Il s'enfonça alors sous l'eau en ayant bien pris soin de tenir un roseau entre ses dents pour pouvoir respirer sous l'eau. Ils rirent beaucoup, et la princesse ne vit pas sa journée passer, ce qui, dans l'enceinte du palais, ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Le soir, le prince d'Orgueil était furieux de s'être encore fait duper par la princesse la nuit précédente, et blessé dans son orgueil de prince d'Orgueil,
il décida de se faire installer un lit pour lui dans une pièce attenante, en veillant bien sûr à ce que les portes de communication restent bien ouvertes. Sur les coups de 23 heures, il fit croire qu'il dormait profondément, en ronflant régulièrement. Après s'être assuré que le prince était bel et bien endormi, la princesse ouvrit prestement un passage derrière sa bibliothèque. Elle dévala une volée de marches et se retrouva, une torche à la main, dans le bois, de l'autre côté des remparts du château. Elle courut et ne prêta pas attention à l'ombre qui la suivait. Fou de jalousie, le prince d'Orgueil découvrit son secret. Il ramena la princesse au château de force et fit réveiller le roi pour tout lui raconter. Le roi fit condamner le passage secret et il fut décidé que la princesse épouserait le prince d'Orgueil dans la soirée. Le palefrenier, qui avait de plus en plus de mal à ne pas l'avouer, trouvait la princesse irrésistiblement faite pour lui. Il l'observa de loin une partie de la matinée. Il vit sa peine et surtout la ressentit. On disait que son secret avait été découvert et que le prince l'épouserait au plus vite. C'était terrible pour lui de la voir aussi désespérée. Alors, prenant son courage à deux mains, il alla lui dire à quel point il était triste de la voir aussi malheureuse. C'était le regard de la sincérité absolue qui se posait sur elle. Elle le prit alors par la main, s'enfonça avec lui dans la rivière avec leur roseau à la bouche, passèrent les remparts sous l'eau, coururent à travers bois et enfin, elle lui laissa découvrir son secret. Un cheval sauvage, fougueux, avec qui elle partait toutes les nuits pour de grandes chevauchées dans les plaines, à perdre haleine. Voilà, le palefrenier connaissait vraiment le secret de la princesse. Ils se regardèrent, se sourirent, montèrent à dos de cheval et galopèrent loin, loin de ce maudit royaume, de sorte qu'on ne les revit plus, jamais. Alors je pose des questions pour finir aux enfants. Comme la princesse, as-tu toi aussi des secrets bien gardés? Aimes-tu avoir des secrets? Est-ce que tu aimes tout savoir des autres? Est-ce que tu aimes que l'on sache tout de toi? As-tu parfois des choses que tu aimerais cacher, mais tu n'y arrives pas? Parfois, essaies-tu de cacher des choses parce que tu ne sais pas les expliquer, ou parce que tu as peur de la réaction des autres? Est-ce que tout vouloir savoir de l'autre, sans qu'il soit au courant ou en le forçant à parler, c'est bien ou c'est mal pour toi? Est-ce que poser des questions à quelqu'un parce qu'on s'intéresse à lui, qu'on veut mieux le connaître, c'est bien ou c'est mal pour toi? Alors qu'en penses-tu? La curiosité, c'est un vilain défaut ou pas? Voilà, donc ça c'est la manière dont évidemment les enfants nous guident pour aménager les choses, pour comprendre que la curiosité c'est une belle chose, mais qu'évidemment l'intention qu'il y a derrière des questions, c'est quelque chose à évaluer, à sous-peser, et du coup c'est important dans la décision qu'on prend de parler à quelqu'un ou pas. Donc ça par rapport au monde du travail, c'est très important évidemment, puisqu'on va savoir vers qui on a envie de se tourner pour discuter de ce qui nous arrive et trouver les mots pour l'expliquer. Alors après, c'est que veut-on dire? Parce que évidemment, c'est nécessaire d'avoir un petit temps de réflexion, savoir les mots qu'on va choisir. Hein, ça paraît un peu construit, hein, ça paraît un peu artificiel, ça paraît pas très spontané. Mais je pense qu'on peut s'autoriser aussi de temps en temps à anticiper les choses en se disant qu'est-ce que j'aimerais réellement dire par rapport à ce qui est en train de m'arriver. Donc c'est très important. Alors en psychologie comportementale, en fait, on l'utilise prochainement pour un atelier d'éducation thérapeutique pour les enfants. C'est pour ça que la planche est très infantile, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce qu'on appelle la technique ERD. Donc c'est expliquer, rassurer, distraire. C'est-à-dire que voilà, les enfants en fait, quand ils ont envie en fait de partager avec l'autre de l'information par rapport à ce qu'ils vivent, ils n'ont pas non plus forcément envie d'être bombardés de questions et puis de parler que de ça. Donc souvent ce qui marche très très bien, c'est effectivement de trouver les mots, de les poser, de rassurer l'autre parce que il peut y avoir de l'inquiétude. Par exemple, pour les maladies rares, il y a la question de la transmission à l'autre. Est-ce que c'est contagieux? Donc
ça c'est important d'en dire quelque chose. Et puis distraire, ça veut dire, voilà, on revient au boulot, on a été par exemple arrêté pendant très longtemps parce qu'on a été hospitalisé. Là, je pense à une maman qui a perdu dernièrement un enfant très tardivement pendant sa grossesse. Elle, évidemment, bon, elle était arrêtée par rapport à son congé maternité, sauf que elle n'a plus son bébé, donc il va falloir trouver les mots pour dire, évidemment, quand les collègues vont commencer à poser des questions. Et donc, c'est très important à ce moment-là. Elle avait vraiment à cœur de trouver les mots pour elle qui lui permettent de dire les choses sans partir sur des explications qu'elle n'aurait pas envie de donner. Donc son envie, c'était de dire, ben voilà, mon bébé avait une maladie grave qui ne lui permettait pas de vivre. J'en suis très malheureuse, mais en famille, on est en train d'avancer et je vous remercie pour voilà l'attention que vous me portez, pour les messages voilà que vous m'adressez là. Ça me fait plaisir de sentir que vous êtes vraiment très attentif à moi, mais on va avancer et ça me fait du bien de vous retrouver. Voilà. Donc elle avait besoin de préparer les choses pour elle dans sa tête. Alors après, c'est la question du comment. Je fais rapidement là encore, puisqu'on va débattre tous ensemble après. Dans la question du comment. Alors il y a 3 parties que je voulais aborder rapidement. Il y a la question, évidemment, ce que disaient Elisabeth et Stéphanie tout à l'heure, c'est la question de la consultation médicale. C'est-à-dire que dans le temps de la consultation, il va y avoir un effort de vulgarisation de la part du médecin. Évidemment, le but de ces consultations, quand on transmet de l'information par rapport à une maladie rare, l'idée c'est que cette information, ce soit le patient qui se l'approprie. L'idée c'est pas que le sachant garde son savoir. C'est de faire passer de l'information pour que le patient se l'approprie pour ensuite restituer cette information comme il le souhaite à son entourage et qu'il en fasse ce qu'il souhaite pour lui-même. Donc ça, la vulgarisation, c'est un élément extrêmement important dans les échanges entre les professionnels et les patients. Donc, on a différents types de supports. Il y a le courrier type. Alors là, c'est très important puisqu'évidemment, il y a les choses qui vont être dites en consultation. Souvent, on est complètement bombardé d'informations. C'est une information compliquée en génétique. Le fait d'avoir ce courrier à distance, un courrier qui va vraiment reprendre l'information médicale précise, va aussi permettre de reprendre le vocabulaire qui peut-être nous a échappé, qu'on n'a pas forcément eu le temps de retenir ou prendre en note pendant le temps de la consultation. Il y a tout ce qui... Donc là, on est en train de réfléchir, on ne le voit pas du tout, ma diapositive est vraiment horrible, mais donc on a là eu l'idée, suite à cette consultation d'annonce, on est toute une équipe, et c'est notamment Amandine Boran, notre conseillère en génétique, qui a porté ce projet en particulier, de mettre sur pied une mallette post-diagnostic qui va permettre de regrouper un certain nombre de plaquettes explicatives, des informations. Alors, vous voyez, des plaquettes, ça peut être le mode de transmission, récessif, autosomique dominant, ça va être des plaquettes sur les associations. Donc, un ensemble d'informations au sein de cette mallette, qui est en fait un tote bag qu'on laisse aux familles, qui va vraiment permettre d'avoir des supports au-delà de la consultation pour s'y référer et pouvoir ensuite construire son discours comme on le sent et comme on le souhaite. Il y a ensuite, évidemment, ce sur quoi on s'appuie beaucoup, et moi notamment en tant que psychologue, les livres témoignages. Par exemple, celui-ci que j'aime beaucoup, de Fabien Toulmé, « Ce n'est pas toi que j'attendais ». C'est le témoignage d'un papa qui accueille sa petite fille qui est porteuse d'une trisomie 21. Et donc, c'est tout ce parcours, toute cette trajectoire pour se rencontrer. Et au-delà de l'effroi de l'annonce, qu'est-ce qui se tisse? Et du coup, qu'est-ce qu'on dit aussi à l'entourage? Comment on avance avec les grands-parents au moment où il va falloir annoncer? Avec, là, en l'occurrence, il y a une grande sœur, donc à l'autre enfant qui précède cette naissance, etc., etc. Donc, c'est vraiment des supports pour nous qui sont extrêmement importants puisque c'est des supports, en fait, d'échange. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement ce que ces parents-là nous expliquent dans leur vécu, c'est en fait des supports de discussion, des supports d'échange. Ensuite, donc évidemment, il y a les livres. Donc je sais que Sonia est connectée là ce soir. Donc Sonia Georgère, qui est donc secrétaire dans notre service, qui a créé donc une collection qui s'appelle Les enfants de la génétique et qui a écrit plusieurs ouvrages. Je vais vous présenter. Là, il n'y a pas toute la collection, il y en a que 4. J'ai laissé le suivant
évidemment pour le point suivant, je vous le présenterai après. Donc il y a Sacha le petit chat par exemple qui a un problème au niveau des muscles, il tombe beaucoup. Marie la toute petite souris qui a des problèmes, des difficultés à grandir. Hercule le petit poisson bulle, c'est un petit poisson qui va avoir du mal à aller vers les autres. C'est des problématiques relationnelles un peu comme l'autisme. Et William le petit hippopotame, il a des difficultés d'apprentissage et en fait il a du mal à trouver une école adaptée. Et puis, donc, ça c'est pour dire qu'effectivement, les supports existent évidemment aussi pour les enfants, pour parler du handicap et construire du vocabulaire autour de ce qu'on est amené à vivre pour soi-même. Voyage au centre de la cellule, donc ça c'est un album illustré que j'ai écrit il y a maintenant 10 ans et qui permet de présenter la génétique pour les enfants. Et donc là, pareil, qui va permettre, au-delà de la consultation d'annonce, d'avoir des supports auxquels se référer pour parler de la génétique à l'extérieur. Alors on a un film aussi qui permet de voyager à l'intérieur du corps humain, qui s'appelle Voyage au pays de la génétique, qui reprend l'explication de génétique. Alors toutes ces informations sont sur le blog du professeur Folk. Je pense qu'évidemment la plupart d'entre vous connaissent ce blog. Et donc on a accès à ces supports de vulgarisation très facilement. Donc je vous invite évidemment à pas hésiter à aller faire vos recherches sur ce blog. Alors ensuite, donc il y a la vulgarisation de la part des équipes. Et puis, il y a la co-création. C'est-à-dire qu'on va rencontrer nos patients et on va créer des outils en commun ou créer du discours en commun ou créer du vocabulaire en commun. Et ça, c'est aussi très très important pour nous et très enrichissant. Donc Hugo et Chloé, les aînés de la famille Sanglier. Donc ça, c'est un ouvrage que Sonia Georgère a rédigé avec le groupe Fratrie des 8-12 ans dans le service. Donc c'est le groupe Fratrie, c'est des enfants qui ne sont pas directement concernés par la maladie rare, mais qui sont concernés évidemment à travers leurs frères et sœurs. Et donc, ils ont eu à cœur de parler de leur vécu autour de qu'est-ce que c'est que d'avoir un frère ou une sœur porteur d'un handicap ou d'une maladie rare, comment on vit tout ça et comment on aménage les choses autour de ce vécu. Voilà, et puis toujours dans cette idée de co-création, alors là c'était très important pour nous aussi, là Stéphanie Vachereau pourrait en parler longuement. En fait, on a eu très très envie, donc Laurence Fèvre, qui a l'initiative de ce module. C'est un module qui est proposé aux étudiants en médecine, qui s'appelle Annonce ton diag, et qui, donc c'est sur 2 jours, bientôt 3, et donc c'est un module qui va permettre aux étudiants en médecine de se mettre en situation d'annonce et d'éprouver, alors évidemment, on est dans des situations factices, mais pour autant, on se met en situation pour parler de son vécu et avoir un feedback. Et alors là, ce qui est absolument génial, c'est que c'est l'équipe qui monte ce module et qui participe à ce module, c'est une équipe qui vient de tous horizons, donc association de patients, patients directement concernés par une pathologie, et puis des gens qui viennent du monde de l'entreprise, qui ont l'habitude de la communication, des personnes voilà, comme moi en tant que professionnelle de génétique, enfin bref, il y a plein de monde qui participe à ce module. On est dans la co-création entre les patients, les services évidemment hospitaliers, les associations. Donc c'est vraiment de la co-création et c'est extrêmement enrichissant, important évidemment pour avancer dans quelque chose de constructif. Et puis, donc là, le diaporama est fini, mais je voulais juste finir par une petite touche. C'est les enfants quand même qui nous aident souvent à réfléchir à tout ça. Il y a aussi la création. C'est-à-dire que les enfants, quand ils vont recevoir l'annonce diagnostique, en fait, ces enfants sont très forts du côté de la création pour trouver des mots pour nommer leur maladie. Donc, par exemple, des mots qui vont être très, très évocateurs. Donc, on a une petite fille, 5 ans. Donc, vraiment toute petite, comme vous l'entendez, qui me parle de la maladie de sa maman, qui est une maladie extrêmement grave, évolutive, neuroévolutive. Et donc, elle me dit un jour, en fait, moi, je sais le mot que je vais trouver pour la maladie de ma maman. C'est la maladie du tombé-poussé. Et alors, je dis, ah bon, c'est la maladie du tombé-poussé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, elle tombe
parce qu'elle a des pertes d'équilibre et elle me pousse enfin, c'est logique. Alors voilà, donc je trouvais ça très mignon. Donc pour elle, c'était la maladie du tombé-poussé, c'était pas du tout le nom compliqué qu'on pouvait lui dire en génétique. Et j'ai aussi une petite fille de 8 ans qui me parlait de la maladie du bouton stop. Alors en fait, elle a une hyperactivité, donc c'était enfin, voilà, ça résume complètement ce que ça veut dire, hein, maladie du bouton stop. C'est plus simple qu'hyperactivité, évidemment. J'ai une autre petite fille qui m'exprimait en fait la maladie de son petit frère, c'était pas du tout. En l'occurrence, c'était un nom très très compliqué, une amyotrophie spinale infantile de type 1. Allez dire ça quand on est tout petit. En fait, donc elle, c'était la maladie d'Enzo, et d'ailleurs, elle comprenait pas que ça s'appelle par un autre nom. Hein, donc voilà, donc tout le monde, ceux qui étaient concernés, c'était la maladie d'Enzo. Dans d'autres familles, alors il y a des familles aussi pour partager du vécu, pour partager leur expérience, qui vont trouver des mots. Alors je pense notamment à une famille, donc on leur annonce une pathologie génétique familiale, plusieurs personnes étaient concernées, et en fait dans cette pathologie, on a des sensations de brûlure au bout des doigts. Et le mot scientifique pour dire ça, c'est l'acroparesthésie. Je suis obligée de lire mes notes parce que je ne sais même pas ce mot. Donc l'acroparesthésie, bon, évidemment, dans la famille, personne ne parlait d'acroparesthésie. Ils parlaient tous du brûlou. Donc on a le brûlou. Donc quand on parlait du brûlou, bah, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Il n'y avait pas besoin de s'expliquer les choses 15 ans. Et donc ils pouvaient communiquer comme ça autour de leur vécu partageable en fait. Donc on est vraiment dans l'invention et l'appropriation. C'est vraiment ça. Et donc pour conclure, je voulais juste vous dire que effectivement, c'est très difficile d'être dans le partage d'informations, évidemment, par rapport à ce qui nous arrive. C'est toujours très compliqué parce que quand on lâche cette information, évidemment, comme je le disais un peu tout à l'heure, en fait, ça va venir s'inscrire dans la réalité. Plus on va le dire, plus les gens sont au courant, et ben plus voilà, ça s'inscrit dans cette réalité. Les gens nous regardent en sachant qu'il y a cette réalité-là. Donc on sait dans leur regard qu'on est vraiment porteur, etc., etc. Donc ça vient inscrire les choses dans la réalité. Ça, c'est pas toujours simple de se confronter à ça. Des fois, on préférait que ce soit un peu masqué et pas forcément trop su. Mais c'est ce qui permet de casser la solitude. C'est ce qui va permettre de dépasser les choses parce que seul, on peut pas y arriver. Merci beaucoup à tous.